Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. La 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil. Cette COP30 est aussi dite COP forestière puisqu'elle va se tenir dans le premier plus grand pays forestier tropical du monde. Après la COP29 à Bakou, la RDC se mobilise activement pour répondre au présent et capitaliser les opportunités qui s'offrent au pays avec la COP30 de Brésil. Jeudi dernier, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a dévoilé la feuille de route de la RDC qui se décline en 5 principaux axes ou 5 priorités. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Top Vert qui, vous l'avez compris, va parler ou va aborder la question liée à la préparation aux préparatifs de la RDC pour prendre part active à la COP 30 de Brésil à Belém. Pour en parler, nous recevons ici à Top Congo un habitué. Il s'agit du professeur Malassi. Le professeur Malassi qui est le conseiller diplomatique climat et politique de la MINETA en charge de l'environnement et développement durable. Professeur, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci pour la énième fois de répondre à l'invitation de Top Congo et de Top Vert. Alors, je vous en prie, madame. Pour la première question, je le disais tantôt à l'entame de l'émission que la ministre d'État, Eve Bazaïba, a organisé jeudi dernier ici à Kinshasa une activité au cours de laquelle elle a dévoilé la feuille de route de la RDC par rapport à sa participation active à la COP30, une feuille de route qui a mis en avant 5 axes prioritaires. Est-ce que déjà d'entrée de jeu, vous pouvez nous rappeler ou dire à nos auditeurs et téléspectateurs en quoi consistent ces priorités pour la RDC en ce qui concerne la COP30? Merci, madame la journaliste. Merci madame la journaliste et j'en profite pour saluer nos auditeurs qui sont nombreux à nous suivre et surtout les acteurs de la lutte contre le changement climatique en République démocratique du Congo et à Kinshasa en particulier. C'est vrai, son Excellence la ministre d'État à l'environnement a présenté une feuille de route et dans cette feuille de route, elle a parlé de 5 activités qui sont des activités, je dirais, phares ou prioritaires sur lesquelles la République démocratique du Congo va devoir se concentrer à la COP30 au Brésil. D'entrée de jeu, j'aimerais préciser le fait que lors des conférences des parties, lors des COP, comme on les appelle, il y a des activités transversales, donc les activités qui concernent le multilatéralisme, donc les activités dans lesquelles ou au sujet desquelles tous les États sont appelés à apporter leurs idées, à discuter, à échanger. Donc des sujets qui concernent tout le monde. Voilà, il y a des sujets qui concernent tout le monde et il y a aussi des sujets que les États peuvent emmener sur la table. Et donc les 5 sujets que je vais présenter, que la ministre a présenté le jeudi passé, ce sont des sujets d'intérêt pour la RDC. Donc, à côté de ces sujets, il y a tout naturellement aussi toute la panoplie des sujets transversaux, comme je viens de le dire. Le premier sujet qui intéresse la RDC ou qui intéressera la RDC à la COP 30 sera le renforcement de l'alliance entre la République démocratique du Congo, la République fédérative du Brésil et la République d'Indonésie. Pourquoi renforcer cette alliance? C'est parce que ces 3 pays que je viens de citer détiennent à eux seuls plus de 52% des forêts tropicales humides de la planète.
Et lorsqu'il faut joindre à ces pays les autres pays des bassins tropicaux qui les abritent, ça veut dire le bassin amazonien, le bassin congolais et le bassin indonésien, nous arrivons à plus de 80% des forêts tropicales de la planète. Et chacun de ces 3 pays est leader dans sa région. C'est presque un monopole. Oui, ça s'appelle de l'hégémonie de manière péjorative. On parle de l'hégémonie environnementale, donc l'hégémonie hydrique, hégémonie forestière, hégémonie. Mais au sens positif du terme, ce n'est pas de l'hégémonie, c'est de la responsabilité. Parce que quand vous avez, comme la RDC, 62% des forêts du bassin du Congo dans votre territoire, vous avez de la responsabilité. Et ça, les partenaires, le monde entier l'a compris. Parce que vouloir sauver, par exemple, les forêts du bassin du Congo sans la RDC, c'est s'occuper de 38% seulement des ressources forestières. Mais c'est ce qui a été fait depuis quand même assez longtemps, où la RDC était pratiquement absente sur la scène internationale lorsqu'il était question de parler de sauver la planète ou du changement climatique et de la réponse qu'il faut apporter ou la solution qu'il faut apporter. On n'était pas si présent que ça. Oui, si la RDC n'était pas présente, ce n'est pas parce que la RDC n'avait pas voulu être présente. C'est parce que le plan d'implosion du pays préparait déjà l'opinion internationale à oublier la RDC. C'est aussi simple que ça. Donc il fallait retirer le pays de tous les forums internationaux, petit à petit. Et c'est comme ça que les pays pouvaient discuter forêt sans la RDC. Personne ne s'est gêné. Et le Gabon prenait la voix, levait la voix, le Congo-Brazzaville, les autres pays, le Cameroun. Nous apprécions tous ces pays. Mais si nous pouvons considérer le bassin du Congo comme étant une famille, la RDC sera l'aîné de la famille avec 62%, et les autres, qui 9%, qui 10%, si le pays était présent, auraient suivi la loi que dicterait, quand je dis dicterait, c'est un peu comme ça se passe en famille, une fois de plus, que dicterait l'aîné. Et dans le cas d'espèce, la RDC ne dictera pas une loi, mais la RDC donnera l'exemple, montrera le chemin à suivre à tous les autres pays. Donc, nous voulons, à travers la COP 30, qui est une COP forestière, consolider l'alliance que nous avons déjà conclue. Pour rappel, cette alliance a été conclue le 14 novembre 2023 à Bali. Oui. Et c'était au niveau ministériel. Entre les 3 pays. Voilà, entre les 3 pays. Et pour le moment, il est vraiment attendu que les 3 présidents se rencontrent et que par cela, ils puissent sceller l'alliance entre les 3. Pourquoi ? Oui, qu'est-ce que ça va donner comme dividende ou comme avancée dans la recherche je dirais, des retombées par rapport à cette conservation, puisqu'il en est question, il est question des forêts. L'alliance, cette alliance-là, elle change quoi dans la donne climatique concernant, notamment, on revient encore sur la RDC? Cette alliance change tout, parce que pour le moment, la politique forestière au niveau international, elle est dictée par les pays émetteurs, ou les pays du Nord, les pays développés, les pays industrialisés. C'est eux qui disent ce qu'il faut faire, c'est eux qui fixent les prix par rapport aux résultats de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que nous appelons les crédits carbone. Et quand ils sont contents, ils encouragent le marché. Lorsqu'ils ne sont pas contents, ils peuvent faire s'effondrer le marché à tout moment. Et je crois que ça, c'est une injustice sur le plan climatique. Il est établi aujourd'hui que la solution au changement climatique, la meilleure et la solution la plus efficace, c'est la solution basée sur la nature. Ils sont en train de parler des robots qui absorbent le carbone atmosphérique. Ils parlent des procédés industriels qui absorbent le carbone. Mais une fois de plus, tous les procédés artificiels poseront problème à l'avenir. Donc le principe de précaution, qui est un des principes chers à l'accord de Paris et à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, voudrait que les pays n'agissent pas lorsqu'il y a incertitude dans la voie où ils veulent aller. Et donc, les pays qui offrent la solution au problème du climat, ce sont nos pays, les pays des forêts tropicales humides. On dit basé sur la nature parce que c'est la nature qui répond, la nature qui bien sûr. Donne, qui, comme un médecin ou comme médicament, doit soigner, régler le problème. La nature est un tout parfait, madame. Regardez le soleil, depuis qu'il s'élève à l'est, il n'a jamais dévié de sa trajectoire. Même pas d'une seconde. Il n'y a pas une machine aussi précise que la nature.
Lorsque vous perturbez la nature, la bonne manière, la meilleure manière de procéder, c'est de donner à la nature la chance de se réorganiser. Et quand l'homme s'est lancé dans l'industrialisation, l'homme ne savait pas qu'il allait perturber la nature à travers les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, plus tard, on se rend compte que la nature a été perturbée. Et aujourd'hui, la solution ne peut pas venir par des interventions artificielles. C'est vrai que les interventions artificielles peuvent avoir leur place, mais il faut absolument laisser la place à la nature. Nous ne voulons pas laisser l'avenir du monde, la destinée de la planète aux mains des personnes ou d'un groupe de personnes qui décident sur le devenir de toute la race humaine en fonction de leurs propres intérêts. Lutter contre le changement climatique, c'est au-delà de la question des intérêts des États. C'est la survie. Lorsqu'il fera 6 degrés de plus, 10 degrés de plus dans nos différents systèmes climatiques, ce sera la fin, ce sera la catastrophe. Et l'alliance RDC, Brésil, Indonésie compte faire le contrepoids par rapport à cette, cette loi qui est dictée par les pays du Nord? Madame, l'union fait la force. C'est un principe sacré. Et donc, parler chacun en utilisant sa voix, en utilisant sa logique, en utilisant ses arguments, c'est bien. Mais lorsque vous venez ensemble, c'est mieux, parce que vous vous exprimez d'une seule voix. Et donc, je ne parlerai pas d'un contrepoids, comme s'il y avait un poids en soi. Il n'y a pas de poids, mais il y a une absence de leadership dans les secteurs forestiers au niveau international. C'est de ça qu'il est question, et c'est ça le problème. Et c'est ce que la RDC a compris, a découvert, et c'est la proposition que la RDC a amenée sur la table, à savoir emmener autour d'une table les 3 pays. L'alliance a été conclue au niveau ministériel, je l'ai dit. Au niveau des présidents, ils vont se rencontrer et ce sera scellé. Et ensuite, les équipes se mettront au travail pour pouvoir développer qui des instruments, qui de la communication, qui des stratégies qui nous permettront de pouvoir remettre sur l'attention au niveau du public, remettre l'attention internationale sur la question des forêts. Parce que de temps en temps, nous nous rendons compte que sous l'impulsion des pays émetteurs, la question des forêts a tendance à être éludée. Ils essaient de l'éviter. Et l'un d'eux nous a dit un jour que voilà, vos forêts sont là, même si vous êtes mécontents de nous, vous n'allez pas aller les déraciner. Ça avait tout dit. Et ils sont conscients que les forêts sont là, les forêts rendent les services nuit et jour. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Et c'est là le problème. Donc c'est parmi, si vous le voulez bien, les approches, les manières de penser qui dominent, qui prédominent dans le chef des décideurs au niveau des pays industrialisés, qu'il faut arriver à renverser. Et ça ne peut pas se faire unilatéralement. La tâche est ardue. La tâche est ardue, ça prendra du temps, c'est pas en un jour non plus. Il faut parler, il faut reparler, il faut rappeler, il faut aligner des arguments, il faut être ensemble, il faut faire bloc. Et c'est là que la RDC voudrait insister pendant cette COP pour laquelle, je vais encore le redire, nous avons la chance que ça se passe dans un pays forestier. Là, c'était le premier axe, l'axe prioritaire par rapport à l'Alliance. Deuxième axe? Le deuxième axe, c'est justement l'appui à l'adoption et au lancement du TFFF. Je crois qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines ou mois, je suis passé ici et nous avons parlé un tout petit peu du mécanisme innovant que le Brésil, la République démocratique du Congo, la Colombie, le Ghana, il y a la France aussi dedans, il y a les États-Unis et il y a la Banque mondiale est derrière. Il y a plusieurs institutions financières au niveau international qui sont derrière. Nous sommes en train de travailler sur un nouveau mécanisme sous l'impulsion du Brésil qui fera en sorte que les pays forestiers tropicaux, tous les pays forestiers tropicaux de la planète seront rétribués. Il y aura un paiement annuel. Pour le moment, nous sommes en train d'estimer le paiement autour de $4 l'hectare. Donc, les pays qui ont 100 hectares recevront, comme ça, qui ont, 100 millions d'hectares, recevront 100 millions x 4. Donc, c'est 400 millions d'hectares. Sans aucune autre condition, il suffit seulement d'être pays qui a une forêt tropicale
pour être aligné, ou bien il y a d'autres conditions qui sont assorties? Mais c'est justement ça, le desiderata de la République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez quand le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, est allé en 2021 à Glasgow, à la COP26, pour la première fois qu'un chef de l'État de la RDC se rendait, participer. Il a dit au monde que nos forêts ne peuvent pas continuer à rendre service gratuitement. Il faut mettre en place des mécanismes qui rétribuent les efforts et le travail que nos forêts rendent. Et le TFF, c'est justement un début de réponse. Le président a posé le problème, mais après, la réponse devait venir. Et donc, les équipes se sont mises à travailler. Je fais partie de l'équipe qui a travaillé. Au ministère de l'Environnement, ou en RDC, nous sommes à 2. Il y a moi et il y a le directeur Matanda de la direction des inventaires forestiers, la DIAF. Et donc, nous sommes mis ensemble avec les Brésiliens et les autres que j'ai cités. Et voilà, donc, un système va avoir le jour à la COP30 qui fera que les pays possesseurs des forêts recevront ces paiements. Donc, on tourne autour de $4. Mais la question que tu as posée, madame la journaliste, est pertinente. Y a-t-il pas de conditions? Oui, il y a des conditions. Et la condition par excellence, c'est le contrôle de la déforestation. Il faut que le taux de déforestation de l'espace qui recevra le paiement n'atteigne pas les 0,3% l'année. Donc, sur 4 hectares, il faudra qu'on n'ait pas déforesté au-delà de 0,3% durant toute une année. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, parce que les pays vont désigner des espaces. La RDC dira, par exemple, que je donne un exemple tout ramassé. Je prends la province de l'Équateur ou la province de la Chopo ou la province du Maïndombe. Et donc, l'espace que le pays aura choisi devra prouver que pendant une année, le taux de déforestation a été en deçà du seuil. Et le seuil, c'est le seuil de 0,3%. Et si le seuil de déforestation tolérée est dépassé, le paiement a lieu, mais avec des pénalités. Donc, il y a une échelle de dépassement. Et lorsque ça dépasse la première échelle tolérable, vous entrez dans les pénalités. Et les pénalités, c'est, je crois, 10 fois plus que ce que vous recevez. Je vais vérifier les chiffres, je n'ai plus en tête parce qu'on est passé par plusieurs propositions. La dernière, je vais peut-être revenir là-dessus à une prochaine occasion. Mais nous avons mis en place un système qui fait que la pénalité est forte comparativement aux bénéfices. Ça, pour décourager les pays afin qu'il n'y ait pas de déforestation. Parce que le TFFF brésilien et des pays forestiers tropicaux vise à appuyer les efforts des États dans la lutte contre la déforestation. Mais comment ça va se passer? L'autre question, c'est celle de savoir, professeur. On sait qu'il y a aussi plusieurs programmes. Je pense que vous allez parler aussi d'une autre initiative tout à l'heure là, parce que c'est parmi les axes que la RDC va mettre en avant ou met en avant dans sa feuille de route. Est-ce que ça va concerner, par exemple, on sait qu'il y a un certain nombre aussi de nos espaces forestiers qui sont en programme. Il y a beaucoup de programmes. On peut prendre le programme marché carbone et tout ça. Est-ce que ça va concerner, ça va prendre en compte ça, ou bien si déjà une forêt est en programme, elle n'est pas concernée et tout? Non, ça prendra en compte même les forêts sous programme. Les concessions forestières privées seront prises en compte. Les concessions forestières des communautés locales seront également prises en compte. Les aires protégées de la RDC seront prises en compte. Les espaces appartenant encore au domaine public privé de l'État seront également pris en compte. Donc, c'est partout là où il y a une forêt qui sera prise en compte. Maintenant, la vraie question sera au niveau du partage du bénéfice. Parce que les pays comme la RDC, nous sommes possesseurs de plus de 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides. Et s'il faut ajouter les autres formations forestières, nous arrivons à 174 millions d'hectares. Donc, dans cet espace, nous allons très certainement choisir les espaces qui seront concernés par le programme TFF, tel que je viens de l'expliquer, parce que ce n'est pas partout. Il ne faut pas mettre un territoire où vous savez qu'il y a une déforestation galopante. Après, lorsque vous l'aurez mis, ça va... Il y a des pénalités. Il y a des pénalités et que le pays va perdre. Voilà, plutôt que de laisser cet espace seul et de bénéficier avec les espaces où il n'y a pas de déforestation. Et la RDC compte justement appuyer cette initiative pour que
À la COP 30, ça sera l'occasion où l'initiative sera lancée ou ça va se passer quoi? Non seulement la RDC compte appuyer, mais je vous ai dit, j'ai été délégué par la RDC pour faire partie du comité de pilotage intérimaire du TFF. Je siège dans le comité de pilotage. Nous sommes ceux qui sommes en train de travailler, de construire ce système. Donc, la RDC soutient le système, la RDC appuie parce que le système répond à l'une de nos préoccupations, à savoir nos forêts. Qu'en est-il des services qu'ils rendent à l'humanité? Et donc, au Brésil, le système va être officiellement lancé. Aux derniers échanges que nous avons eus avec les collègues du comité de pilotage, il y a encore des tractations, notamment au niveau de la banque qui va héberger les fonds, parce que le TFF va travailler sur une capitalisation d'environ 125 milliards de dollars. Espérant que chaque année, les bénéfices générés par ces fonds qui seront investis dans un portfolio de projets qui est déjà identifié, sur lesquels une équipe très discrète est en train de travailler. Et donc cet argent, comme je le disais, va être reversé au prorata des superficies forestières de chaque pays. La RDC recevra sa part. Et donc la vraie question, c'est comment... Bien grande part, vu l'étendue que nous avons. Que ça ne crée pas de la jalousie après, que ça ne crée pas des disputes au niveau interne, que les gens ne s'entretuent pas. C'est de l'argent que méritent les communautés locales. C'est comme ça que la ministre d'État a dit, elle a recommandé qu'une bonne partie de cet argent aille vers les paiements pour services environnementaux, afin de faire en sorte que, voilà, ça nous fait introduire dans le troisième axe. Le troisième axe, oui. Pour faire en sorte que les communautés congolaises, les agriculteurs, le programme du président de la République de développement des 145 territoires, qui met en avant les territoires, les villages, l'intérieur de la RDC. Comme je l'ai souvent dit, ce programme de développement, la RDC ne se développera pas seulement avec des écoles. Il faut refaire les structures de base, de production, de transformation, l'économie primaire, l'économie secondaire et le tertiaire et tout le reste. Donc, avec des paiements réguliers chaque année qui arrivent dans les territoires. Prenez l'exemple d'un territoire Kasangulu ou un territoire Malembankulu dans le Kasaï. Il recevra ces paiements. C'est de l'argent frais, c'est un financement interne, c'est pas un prêt. Donc c'est comme ça de l'argent, des ressources qui, s'il y a une bonne politique d'encadrement de ces fonds, plus la taxe carbone qui va être lancée au mois de janvier de l'année 2026 selon les prévisions du gouvernement, 2026. Et aussi pour lesquelles la ministre en charge de l'environnement, la ministre d'État, a demandé à ce qu'une partie de cet argent soit réaffectée aux communautés locales à travers des paiements directs, tels que l'avait exigé le président de la République dès le début de son mandat. Ce sont des, ce sont des stratégies. C'est une lueur d'espoir, en fait. Parce que déjà là où il y a les paiements pour services environnementaux, quelqu'un te dira, un agriculteur te dira, non, moi j'avais reçu le mois passé $200 pour un travail qu'il a fait, qui lui bénéficiera. En fait, ce sont ses cultures à lui. Deux fois, c'est l'agroforesterie. Deux fois, ce sont des cultures, des arbres fruitiers. Deux fois, c'est la mise en défense d'une partie de la forêt. Ils protègent. Les bénéfices directs sont à eux, mais en plus des bénéfices directs, l'État va commencer à leur reverser une partie de l'argent à un rythme soit mensuel, soit trimestriel. Tout cela est encore à définir. Mais en tout cas, l'argent liquide arrivera à tout Congolais où ce système sera mis en place. Et c'est le travail de fond du gouvernement, la vision du gouvernement traduit en acte par la ministre d'État qui a en charge l'environnement et le développement durable. Et donc, les paiements pour services environnementaux, c'est la troisième priorité. Priorité que la RDC va présenter. Voilà. Et vous vous rappellerez, voilà, à la COP 30. Vous vous rappellerez, madame, qu'au mois de janvier, nous sommes aussi passés ici, aux ondes de Top Congo, et c'était pour commenter sur une activité
très importante qui s'est déroulée ici dans notre pays. C'était du 27 au 29 janvier 2025. C'était la conférence interministérielle internationale sur le déploiement à grande échelle des paiements pour services environnementaux en Afrique centrale, sous le leadership de la RDC. Et donc, la RDC a mis au point avec son partenaire CAFI, qui est le Central African Forest Initiative, donc l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, en français. Je disais, le gouvernement de la RDC a mis en place un outil. Pour le moment, l'outil n'est pas connu, mais bientôt, il va être connu, parce qu'il faut commencer quelque part. Même nous, humains, quand nous naissons, on ne nous voit pas le premier jour, madame. Nous commençons par être un embryon, enfoui quelque part, dans le noir, dans les néants, et on se développe petit à petit jusqu'à devenir un être humain qui rendent service à la société. Les initiatives que la RDC va présenter, va défendre à la COP30, certaines d'entre elles, nous avons commencé à travailler depuis plus de 3 ans, depuis 2 ans. Et aujourd'hui, les résultats sont en train les résultats sont là. Donc, je parlais des paiements pour services environnementaux. La RDC et son partenaire CAFI ont mis en place 3 outils extrêmement puissants. Je suis récemment en Amérique du Sud, au Costa Rica notamment, et les Costaricains nous ont demandé, ils veulent apprendre de notre outil. Il ne faut jamais minimiser la RDC. Lorsque le Congo veut, le Congo peut. Nous aussi, on arrive à être des exemples pour d'autres nations, d'autres pays. Je vous informe que pour le marché de carbone... On n'en a pas l'habitude. Hein. Oui. Moi, j'ai la chance d'être né au Zaïre. Et à l'époque, au Zaïre, nous avions un complexe plutôt de supériorité. Nous savions que le Zaïrois était un être de valeur. Le Zaïrois était apprécié. Pas seulement nous savions, mais nous le sentions. Et partout là où nous marchions à l'époque, nous étions respectés. Mais je crois que avec la dynamique actuelle du gouvernement, la vision du président de la République et la vision du gouvernement dans son ensemble, nous allons petit à petit rentrer là-bas. Mais parlant des instruments que la RDC a mis au point et qui a été apprécié et qui est apprécié par les autres pays des bassins, premièrement, nous avons ce qu'on appelle un outil numérique de planification des PSE. Donc cet outil numérique, c'est une application. On connaît aujourd'hui ce que signifie application. Oui. Une application téléphonique, bien entendu, qui permet, téléphonique et aussi informatique, ça va dans les ordinateurs également, qui permet à nous, en tant qu'opérateurs dans les secteurs, de planifier tout sur les PSE. Aujourd'hui, nous sommes à mesure, nous sommes encore en train de finaliser certains aspects, mais nous reviendrons ici dans les zones de Top Congo, nous en parlerons au moment opportun. Nous sommes à mesure de dire que pour une année, la RDC a besoin de tel montant d'argent pour des programmes PSE dans telle province, dans tel nombre de territoires. Aujourd'hui? Oui, nous sommes à mesure de le dire. L'outil existe déjà, madame. C'est l'outil par excellence de planification. Avant, il n'y en avait pas. Les autres bassins n'ont pas ça. La RDC et le bassin du Congo sont leaders dans cette matière. Nous allons devoir le passer au Costa Rica. Nous revenons du Costa Rica, je l'avais dit, il y a à peu près 2 mois. Le Costa Rica a rejoint l'initiative CAFI. C'est pour favoriser un partage d'expérience entre eux et nous. Ils ont des choses à nous apporter, certes, parce que chez eux, les PSE sont assez avancés. Mais, comme je le disais, avec les développements que nous avons pris, la prise de position de la RDC en tant que pays solution et le leadership démontré par la RDC en très peu de temps, aujourd'hui, les autres ont appris à nous regarder. J'ai parlé des PSE avec les outils. Nous avons l'outil de planification, nous avons l'outil de gestion, parce qu'il faut planifier, certes, mais il faut aussi gérer. Il y a des paramètres qu'il faut contrôler. On parle de la déforestation, on parle des superficies emblavées, on parle même, avec les outils que nous avons de planification et de gestion, nous sommes à mesure de dire quel volume de gaz à effet de serre la RDC a séquestré ou a évité d'émettre grâce au PSE. Donc, ce sont des outils qui peuvent appuyer une communication au niveau international. Souvent, nous entendons des gens parler en l'air, il n'y a pas de chiffres. Et c'est une trouvaille, si ce n'est pas une indiscrétion, une trouvaille congolaise, comment? C'est un travail composite. Nous avons travaillé avec le Fonds mondial pour l'environnement, les WWF. Okay. Nous avons travaillé avec les experts de CAFI. Et la RDC a, entre autres, été représentée par votre serviteur qui est derrière le micro. Nous avons travaillé à la mise en place de ces outils sous les instructions et les orientations de la vision
du ministre en charge de l'environnement, qui représente la vision du gouvernement. Voilà. Donc, nous avons mis en place cet outil. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des aspects à finaliser. Et donc, c'est pour moi ici l'occasion de saluer le travail de Titan qui a été abattu par CAFI, par le Fonds mondial pour l'environnement, le WWF, et également par une organisation néerlandaise, le One Acre Fund, qui est basée à Songololo. J'étais récemment sur terrain, je suis allé voir leur travail dans le cadre de ce projet et qui sont en train d'apporter une dimension très utile et très importante pour les PSE, la dimension secteur privé, entrepreneuriat. Et donc, pour sortir de la logique des ONG, tout simplement, où il y a une intervention aujourd'hui, demain, quand ça disparaît, il n'y a plus rien, la population est plus pauvre qu'avant. One Acre Fund a apporté une approche où c'est vraiment de l'entrepreneuriat. L'agriculteur dans les villages devient un entrepreneur. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il connaît sa contribution en termes de réduction des gaz à effet de serre, en termes du cycle de l'eau, du cycle de l'oxygène et tous les autres paramètres, la contribution par rapport à la biodiversité. Tout ce qui fait les services environnementaux, les services écosystémiques, ils le connaissent. Et c'est grâce à l'approche de ces organisations dont nous saluons l'action aujourd'hui, à côté, bien entendu, du ministère de l'Environnement. Les paiements pour services environnementaux, on l'a compris, qu'il y a déjà les bases qui sont très bien assises avec cet accompagnement de CAFI. Mais en revenant à la COP 30, comment la RDC compte justement faire accepter cette initiative ? Est-ce qu'elle y va toute seule ou bien avec l'appui d'autres pays autour? Comment on se prépare en fait pour que ça soit un véritable succès? La RDC n'y va pas seule. La preuve en est qu'au mois de janvier, comme je disais, nous avons organisé ici la réunion interministérielle internationale qui a connu la participation de la majorité des pays du bassin du Congo. Les pays qui n'étaient pas venus, il y avait des raisons, mais en tout cas, la volonté était là. Donc nous étions avec les autres. Nous sommes avec les autres et nous serons avec les autres. Il y a déjà les pays du bassin du Congo, comme je l'ai dit, mais il y a également les pays bailleurs. Parce que l'une des questions qui reviennent toujours sur la table, c'est que, bon, vous avez besoin de financement, c'est vrai, mais pour quel résultat? Après, vous voyez quelqu'un en train de se gratter les cheveux, quelqu'un en train de beaucoup parler, un ministre en train d'expliquer. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Il faut démontrer les faits, les chiffres. Et c'est comme ça que la RDC a mis au point cet outil. C'est en fait pour anticiper toutes ces questions. Nous les avons reçues dans le passé. Il nous a été posé la question, vous voulez qu'on distribue l'argent? Ça, c'est de manière péjorative. Vous voulez qu'on distribue l'argent à vos communautés? OK, mais pour quel résultat? Quand on dit non, c'est pour la protection de la forêt, mais comment on peut quantifier les résultats? Et là, ils ont raison. Moi, en tant que scientifique, quand vous parlez des données, je m'arrête. Que ce soit palpable. Il faut que ce soit démontrable, des indicateurs objectivement vérifiables, quantifiables, traçables, auditables, et j'en passe. Donc, avec les outils numériques mis en place par le pays, nous avons un outil puissant qui nous permet d'améliorer sensiblement la collecte des données, le rapportage et la démonstration de ce que le pays est en train de faire à la base. Et c'est tout ça, en fait, qui va changer le rapport, si vous le voulez, de force au niveau international. C'est tout ça qui va changer la perception de notre pays, de notre région au niveau international. Nous ne sommes pas que des demandeurs de financement, mais nous sommes des acteurs à part entière dans les efforts globaux de lutte contre les changements climatiques. Et c'est ce qui avait manqué et c'est ce que la RDC, CAFI et les autres pays du bassin ont apporté. OK. Professeur, avant de passer à la 4e priorité, une préoccupation, comment être sûr ou comment rassurer les communautés ou la population par rapport à toutes ces initiatives qui tournent autour de l'argent qui n'est pas jeté comme ça, mais l'argent pour rétribuer à ces communautés qui font leur travail ou qui font ce travail-là de conserver nos forêts pour les générations futures et de conserver durablement. C'est quoi les assurances par rapport au financement? Puisqu'on sait, dans le passé ou par le passé, on sait comment est-ce que certains fonds qui étaient promis à des pays comme le nôtre n'y sont jamais arrivés ou n'ont jamais atteint un montant considérable pour dire que la question est bel et bien prise au sérieux. C'est quoi, où se situent les assurances que ça ne va pas tarir? Tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est vraiment dans la durabilité.
Voilà, vous posez là une question fondamentale, madame. Et c'est la raison pour laquelle la RDC s'est alignée derrière deux grandes choses. D'abord, il y a l'initiative que nous sommes en train de co-construire avec le Brésil, le TFFF, qui vise justement à pérenniser les appuis financiers aux pays forestiers tropicaux. Je le disais tout à l'heure, le TFFF va travailler sur un capital allant autour de 125 milliards de dollars. C'est un capital qui va être emprunté dans les marchés financiers traditionnels et qui va devoir être réinvesti dans des portfolios ou des projets d'investissement qui sont déjà connus, qui sont passés par des modèles, des tests, des essais et qui ont prouvé que ce sont des projets porteurs. Et donc, cet argent, dans cette logique-là, produira des bénéfices à perpétuité. Disons-le comme ça. Et ce sont ces bénéfices à perpétuité qui vont être redistribués aux pays forestiers. D'où le nom du TFF. Voilà, d'où le nom du Tropical Forest Forever Facility. Okay. Donc, c'est un mécanisme qui va être lancé, mais pour ne jamais s'arrêter. C'est contraire au programme actuellement autour de nous, qui dure 5 ans, qui dure 3 ans, qui dure autant, et vous recevez, demain vous ne recevez plus, vous recevez autant, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, le TFF, si vous le voulez, c'est la capitalisation de toute l'expérience du financement climatique que nous avons reçu jusque-là. Okay. Et nous avons tous senti, je vous ai dit que nous sommes dans le board, nous avons tous senti qu'il fallait aller dans une direction où les choses étaient un peu plus prédictibles, un peu plus globalisante, parce que les marchés de carbone, par exemple, ne concernent que les forêts. Vous parliez tout à l'heure des forêts mises en programme. Donc, des forêts qu'on veut sauver de la déforestation, donc des forêts sous menace, alors que le TFF n'a rien à voir avec les forêts sous menace. Le TFF récompense les forêts qui sont debout, là où il y a moins de déforestation. Il n'y a pas de calcul à faire. Ce sont les données nationales qui sont prises en compte, notamment, en l'occurrence, avec la RDC, ça va être les données de la DIAF, la Direction des inventaires et aménagements forestiers du ministère de l'Environnement. Et donc, voilà. Pour nous, c'est déjà une garantie, parce que l'approche est une approche révolutionnaire. On n'a jamais eu ça avant, et peut-être qu'on n'en aura plus autant à l'avenir. C'est vraiment le maillon qui manquait à la chaîne de lutte contre le changement climatique. Et ça, c'est une garantie. Deuxième argument, ça, c'est par rapport au TFF, qui est une initiative plurinationale. Mais nous avons également notre initiative à nous, au niveau national. Je parlais tout à l'heure de la taxe carbone. La taxe carbone va s'appliquer sur les émetteurs de gaz à effet de serre au-delà d'un certain seuil. Et donc, nous avons des émetteurs, des grands émetteurs, dans les secteurs industriels, dans les secteurs miniers, dans les secteurs du transport, dans les hydrocarbures. Et tous ces émetteurs vont devoir participer à l'effort de préservation des forêts. Et je le disais tout à l'heure, l'approche ou la vision du gouvernement, c'est qu'une partie des fonds, des recettes qui sont relevées à travers la taxe carbone, alimente justement le mécanisme qui va faire en sorte que voilà, les populations soient rémunérées. C'est vrai, le mécanisme n'est pas encore totalement défini. Nous y travaillons encore, mais c'est la vision qui précède tout. Il faut qu'il y ait une vision avant. Vous voyez la chose, ensuite vous travaillez à la réalisation de la chose. Donc par rapport à cette question, la vision elle est claire. L'argent doit partir des émetteurs de gaz à effet de serre et aller atterrir dans les mains des populations à qui nous sommes en train de demander de stopper la déforestation. Mais on ne va pas leur demander indéfiniment, il faut qu'il y ait une contrepartie. Il faut qu'à cette maman-là qui allait déforester pour payer les frais scolaires de son enfant à l'université, qu'on soit en mesure de remettre quelque chose dans son compte M-Pesa ou dans son compte bancaire, afin qu'elle ne touche pas aux arbres. C'est ça la logique vers laquelle nous sommes en train d'aller, et c'est ça la logique qui permettra de stabiliser le couvert forestier de la RDC. En dehors de cette logique, nous allons perdre les forêts aussi certains que nous nous tenons ici, vous et moi, parce que le passé
nous renseigne sur le présent et le présent nous permet de projeter sur l'avenir. Nous avons déjà assez perdu des forêts et les causes de la déforestation, nous les connaissons, c'est l'extrême pauvreté. La population est extrêmement pauvre et elle n'a de recours que ce qu'il y a derrière sa maison. Et ce qu'il y a derrière sa maison, c'est la forêt, c'est la biodiversité. Nous espérons que nous serons beaucoup plus consciencieux pour les générations futures notamment. Alors, très rapidement, professeur, on va passer à la 4e et 5e priorité, mais je rappelle à nos auditeurs que nous avons sur notre plateau le professeur Joseph Malassi. Avec lui, nous discutons de la COP30 et de la participation de la RDC, notamment la feuille de route de la RDC qui a été déclinée ou qui a été présentée par la État de l'environnement et développement durable les jeudi dernier, avec les 5 axes prioritaires qui vont faire l'objet du... Est-ce qu'on peut appeler ça plaidoyer ou il y aura aussi de temps en temps, il y aura un peu de plaidoyer de temps en temps, il y aura des présentations, il y a des matières voilà, qui vont effectivement demander du plaidoyer. D'accord. Alors, on a parlé de l'alliance RDC, Brésil, Indonésie, on a parlé des PSE, on a parlé du TFFF. Cette initiative brésilienne. Il y a 3 F, TFFF. Voilà. Initiative brésilienne, mais qui est portée par tous les pays pratiquement qui ont en partage les forêts tropicales à travers le monde. Alors, professeur, la 4e et 5e priorité ou 4e et 5e priorité, c'est lesquelles? Voilà. La 4e priorité, c'est l'installation en République démocratique du Congo à Kinshasa du centre régional d'excellence sur le marché de carbone. Et nous saluons la nomination récente des animateurs pour l'établissement public que nous allons appeler l'autorité, que nous appelons, pas nous allons, nous appelons déjà l'autorité de régulation du marché de carbone. Et nous vous félicitons en passant. Merci madame. Donc, même si on vous attendait plutôt à ce poste-là, comme étant donné que vous avez été à l'origine, à la genèse, on vous a suivi, on vous a reçu plusieurs fois ici, vous en avez parlé, mais bon, félicitations. Oui, on est au service de la République. L'essentiel, c'est que les choses avancent et nous allons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour faire avancer les agendas de la République. Donc, je parlais du 4e axe, c'est l'installation en RDC de ce centre régional d'excellence. Parce qu'au même moment où nous travaillons pour la mise en œuvre en RDC de l'autorité de régulation du marché du carbone, qui est une institution nationale, nous travaillons en parallèle au niveau régional, au niveau africain, pour que le centre d'impulsion, le centre de réflexion du marché du carbone pour l'Afrique soit installé en RDC. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, Son Excellence la ministre d'État l'a présenté officiellement au pays et au monde, que la RDC travaille avec le PNUD maintenant. Nous sommes pratiquement en train d'atterrir. L'avion a décollé il y a environ 2 ans déjà, depuis que le travail avait commencé, le travail de fond. Et bientôt, ce sera l'atterrissage où le principe a été accepté, levé, que le centre d'excellence pour le marché du carbone sera installé à Kinshasa. Donc, ce sera fait en 2 segments, selon les prévisions actuelles, à moins qu'il y ait des changements à un certain niveau. Donc, le premier segment de lancement de ce centre d'excellence à Kinshasa, en RDC, sera fait à Addis Abeba, en Éthiopie, du 8, quelque part, ce sera un événement parallèle, du 8 au 10 septembre prochain, lors du sommet africain sur le climat à Addis Abeba. Ça, ce sera le segment politique, pour un lancement politique où il y aura des chefs d'État, où il y aura des chefs de gouvernement. Le souhait, en tout cas, que nous avons, c'est que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, soit lui-même aux commandes pour pouvoir lancer cette initiative qui est parmi les grands, je dirais, héritages qu'il laissera au continent africain et aussi au pays, la République du Congo. En 2 mots, professeur, en quoi va consister ce centre? Le centre, voilà, le marché de carbone. Très rapidement. De manière très pédagogique, rapidement. Le marché de carbone n'est pas aussi facile que les gens le présentent. C'est un marché extrêmement complexe. Il n'est pas encore mûr, il est en formation et il est essentiellement intellectuel. Pour travailler, pour réussir dans ce marché, selon les réflexions que nous avons menées, que nous menons actuellement, c'est dynamique. Il faut travailler au niveau, à 4 niveaux.
Le premier niveau, c'est le niveau de la production, donc la production des résultats de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ce que nous appelons crédit carbone. Donc il faut travailler, il faut faire un design des projets. Des projets, que ce soit dans des projets forestiers, des projets non forestiers, il faut les arranger. Il y a une manière de le faire. Et ces projets doivent répondre aux desiderata des acheteurs. Les acheteurs ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes goûts. C'est exactement comme toi et moi. Nous pouvons aller au marché, vous prenez la chemise rouge, moi je prends la verte. Avec le carbone, c'est la même chose. Vous avez des acheteurs qui vous disent, nous, pour que nous achetions le carbone, il faut que le pays ait fait A, B, C. Il faut que les pays, par exemple, les bénéfices générés en termes de crédit carbone, que le gouvernement, que la caisse, que le trésor public, le trésor ne prenne rien. Il faut que tout aille aux communautés. Il y a des acheteurs qui vous exigent ça. Donc, ça veut dire que pour eux, il faut savoir comment se comporter. Il y en a d'autres qui vous disent, OK, nous, on tolère un tout petit peu que l'argent aille dans les trésors. Parce que vous savez, le problème avec les trésors, c'est que quand l'argent est dans les trésors public est fongible. C'est une caisse qui peut aussi aller alimenter des activités qui émettent des gaz à effet de serre. Et donc, pour les acheteurs de crédit carbone, c'est une contradiction qu'ils aient donné... Ils n'auront rien fait. Exactement. Qu'ils aient donné leur argent pour qu'il n'y ait pas d'émissions, mais que cet argent aide à financer des activités qui émettent. Et de ce point de vue, nous leur concédons parce que c'est un choix finalement qu'ils font. Et donc, il faut travailler au niveau des projets, comment construire les projets, et il faut travailler aussi au niveau de la demande, identifier chaque demande, chaque acheteur, ses desiderata et comment faire un matching entre la demande et l'offre. Et toutes ces questions seront portées au niveau du centre d'excellence au niveau régional. Et c'est pas fini parce qu'il faut travailler le lien entre la demande et l'offre. C'est tout un processus, c'est des procédés, c'est des standards, c'est des principes qu'il faut connaître, respecter et garder dans le dynamisme. Ensuite, le tout dernier maillon sur lequel il faut travailler pour le moment, ce que nous avons pu identifier, c'est le maillon de la communication, parce qu'il faut garder l'intérêt des acheteurs sur les solutions basées sur la nature. Et ça, c'est un travail de fond. Il ne faut pas les laisser parler seuls. Il faut que nous, qui générons les résultats des réductions d'émissions, puissions aussi parler et que nous puissions montrer combien ce que nous faisons comme travail contribue à la lutte contre les changements climatiques, contribue à l'agenda des Nations Unies sur le développement durable, tel que le veut l'accord de Paris sur le climat. C'est un peu comme vendre sa marchandise. Le centre fera tout ce travail-là et il conseillera non seulement la RDC, il conseillera tous les pays africains. Dernier axe, professeur, parce que là, vraiment, on est talonné par le temps. Dernière priorité. La dernière priorité, c'est ce qu'on appelle, ce que le jargon dans le monde des financements, le pledge. Vous avez appris en 2021, lorsque la ministre d'État et le président de la République sont allés à Glasgow, les bailleurs de fonds, comme on les appelle, les partenaires financiers internationaux aujourd'hui, ils ont promis à peu près 1,2 milliard au bassin du Congo. Et donc, en promettant, ils avaient fait ce qu'on appelle en anglais un pledge. Chacun a dit, moi je donnerai 100 millions, moi je donnerai 50, moi je donnerai autant. Et l'enveloppe totale a fait à peu près 1,2 milliard. Ils vont renouveler ce pledge 5 ans après, donc 2021-2025, pour commencer en 2026. Et c'est notre dernière priorité. Nous devons travailler avec eux. Nous sommes déjà en train de travailler avec eux, je vous informe. Et en ligne, à l'étranger, nous travaillons. Nous sommes en train de construire ensemble qu'est-ce qui doit être dit, qu'est-ce qui doit être le contenu et comment va se passer la mise en œuvre de ce pledge, qui va être le pledge 2.0, en référence au pledge qui a été fait à Glasgow, que nous avons appelé le pledge 1.0, et qui nous a donné beaucoup de leçons, qui nous a beaucoup appris, et dont l'expérience sera capitalisée par le pledge 2.0, que la RDC, les pays du bassin du Congo et les bailleurs de fonds, avec en tête tous les pays CAFI et tout le reste, sont en train
de préparer. Merci beaucoup, professeur. Il y a tellement à dire. Nous espérons vous revoir très prochainement pour continuer à parler de la RDC et de ce qu'elle prévoit par rapport à la COP 30. Chers téléspectateurs, auditeurs, c'est par ici que nous terminons cette émission. Nous disons merci au professeur Joseph Malassi, qui est le conseiller de la MINETA, en charge de l'environnement et développement durable. Lui, il est en charge du climat, diplomatie et politique, conseiller politique. À vous, nous disons merci également à Pascal Kalambay qui était derrière la caméra pour que vous nous receviez sur YouTube. Merci également à Grace Lema qui était du côté FM, tout cela sous la coordination de Miguel Mena. Nous vous disons merci et au revoir à mercredi prochain. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.